Pareil. Donc bonjour et bienvenue à ce premier webinaire de l'Agence internationale de l'énergie dans le cadre de notre programme de formation sur les statistiques et sur la modélisation énergétique. Bienvenue à tous, on est ravis de commencer le dur de la formation avec vous suite à la séance de lancement qu'on a faite jeudi dernier. Donc on va passer la semaine ensemble, 4 matinées sur ces différents modules de formation. Aujourd'hui et demain, avec les équipes statistiques du centre de données énergétiques de l'AIE. Je vais passer la parole dans un instant à Gianluca et à ses collègues qui vont faire la formation d'aujourd'hui et de demain. En fin de semaine, jeudi, vendredi, on aura plutôt des présentations sur la modélisation et on se voit également 3 matinées la semaine prochaine pour poursuivre avec des éclairages plutôt thématiques, avec des interventions de partenaires et avec une séance mercredi de récapitulatif et de clôture. Sans plus tarder, je passe la parole à Gianluca qui va, avec ses collègues Nicolas et Giulia, vous présenter ses premiers modules sur les statistiques énergétiques. Peut-être en termes de consignes, comme on a pu vous le dire, n'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat. Il y aura des moments dédiés pour les questions-réponses. Voilà, très bonne formation à tous. Et je te passe la parole, Gianluca. Merci beaucoup Arnaud et bonjour à tout le monde. Merci aussi pour vous être connecté à 9 h du matin aujourd'hui. Et comme Arnaud disait, aujourd'hui on va commencer avec la première matinée sur les statistiques énergétiques. Aujourd'hui on va voir avec Giulia, ma collègue du centre de données statistiques, les fondamentaux des statistiques. Et après dans la matinée avec Nicolas, on va regarder un peu plus comment les statistiques énergétiques doivent être traitées pour chaque source d'énergie différente. Demain, par contre, on va regarder encore comment on va construire des bilans énergétiques, comment on va estimer les émissions de CO2 à partir de ces bilans énergétiques. Et aussi, on va regarder comment construire des indicateurs d'efficacité énergétique et comment faire les reporting des prix d'énergie. Et dit ça, je pense qu'on peut démarrer avec la session d'aujourd'hui. Ça va se dérouler de la façon suivante. On va avoir une première présentation avec Giulia sur les fondamentaux des statistiques. On va voir aussi la façon avec laquelle on peut vérifier les statistiques et donc trouver des erreurs et peut-être les bonnes pratiques pour corriger ces erreurs. Après, on va faire un petit exercice ensemble en Excel. C'est le même exercice que vous avez reçu vendredi par email. On va voir les solutions et comment on peut approcher les différentes questions qui ont été proposées. Après ça, on va commencer notre présentation avec Nicolas et on va parler un peu plus de sujets pour chaque source d'énergie et comment on va traiter les statistiques énergétiques pour chaque source. Pas perdant du temps, je commence avec les premières slides. La première slide que je voulais vous montrer aujourd'hui montre les taux de variation de la demande en énergie primaire dans le monde depuis 1900. Et on peut voir que les variations ont été très élevées par rapport à certains événements qui sont passés. Par exemple, on peut voir pour la Deuxième Guerre mondiale en 1945, plus ou moins, il y a une grosse diminution de la demande d'énergie, comme on s'attend bien. La même chose s'est passée pendant la crise où on a une demande d'énergie sans croissance, on peut dire, en 2008-2009. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2020? L'AIE, en avril, a commencé, après la crise sanitaire, à étudier l'évolution de la demande d'énergie en 2020 par rapport à les différents événements portés par le Covid-19 et donc à la crise sanitaire. Qu'est-ce que c'est l'impact, on s'est demandé, sur la demande d'énergie de cette situation globale? On est arrivé à des résultats qui nous disent que la demande d'énergie pourrait diminuer de plus ou moins de plus de 5% cette année, que c'est une diminution très forte si on regarde l'historique aussi. Ce n'est pas passé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, par contre, c'est juste pour souligner cette slide, l'importance de collecter des données en temps réel, au moins avec une bonne ponctualité, d'avoir des données de bonne qualité et aussi de pouvoir mettre en place sur ces données des pratiques de modélisation et d'estimation puissantes pour pouvoir à la fin avoir des résultats qui sont plus ou moins fiables et qui peuvent être utilisés pour construire des politiques ou des actions basées sur une information solide. De même, la slide suivante,
c'est pour montrer un exemple différent, mais pour faire les mêmes points sur l'importance des statistiques. Ça, c'est le nombre de personnes sans accès à l'électricité en Afrique. L'AIE a monitoré cet indicateur depuis les années 2000. Et comme on voit, de 2000 à 2013, on a malheureusement vu une augmentation des personnes sans accès à l'électricité. Ça, c'est dû normalement à l'augmentation de la population, que c'était plus rapide que les actions pour donner l'accès à les personnes. Mais très intéressant, de 2013, grâce au fait qu'on monitorait ces données en coopération avec les pays de l'Afrique, on a noté que les personnes sans accès à l'électricité sont diminuées jusqu'à 2019. Donc, les actions et les efforts des différents pays, aussi au niveau régional, ils ont porté des résultats. Et moins du monde était déconnecté ou dans les noirs. Par contre, pour faire l'exemple similaire avant, l'AIE a aussi mis des efforts très grands, notamment dans l'équipe de modélisation, où ils ont collecté des données 2020 et ils ont collecté aussi de l'information qualitative pour essayer d'estimer avec des pratiques de modélisation qu'est-ce qui va se passer en 2020 par rapport à l'accès à l'électricité. Et malheureusement, on a noté qu'en 2020, les personnes sans accès à l'électricité vont augmenter par rapport à 2019. Ça, c'est un cas pour faire le point de l'importance de ces formations et l'importance de données de qualité et de la modélisation pour pouvoir suivre qu'est-ce qui est en train de passer, qu'est-ce qui s'est passé aussi dans le passé, pour pouvoir après prendre des décisions plus importantes. Un message important de ces figures pour conclure avec mes premières deux slides d'introduction. On a noté qu'en Afrique, le coût du capital, donc le coût pour emprunter de l'argent, a augmenté en 2020. Et ça, c'est différent de ce qui se passe dans les autres pays. Et ça peut mener à des résultats très graves, dans le sens que s'il n'y a pas une reprise économique rapide, c'est très probable qu'en 2030, on aura plus de 600 000 personnes sans accès à l'électricité. Et ça, c'est plus qu'aujourd'hui, et c'est dans l'année 2030 où, normalement, avec les objectifs globaux ODD, on devrait être tous connectés à l'électricité. Mais je ne perds pas plus de temps sur ça parce qu'on aura un webinaire dédié à l'accès à l'électricité avec notre expert, notamment Arnaud, qui est ici aujourd'hui, pour parler de ça. On va plutôt parler des statistiques aujourd'hui et je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez vous connecter sur www.menti.com où on va faire une première round de questions sur les statistiques pour être un peu plus interactif. Donc, vous pouvez ou avec votre téléphone ou si vous préférez avec votre ordinateur, aller sur www.menti.com comme on a fait les tests déjà la semaine dernière. Et maintenant, moi, je vais partager mon écran, je ne sais pas si vous le voyez, avec la première question. La première question, ça parle des bilans énergétiques. Elle demande qu'est-ce que sont les unités à utiliser dans un bilan énergétique. Il y a trois possibilités différentes. La première, c'est des unités physiques, par exemple des tonnes ou des mètres cubiques. La deuxième, c'est unité d'énergie, donc mégajoules, kilotonnes de pétrole équivalent, kilowattheure, ou monétaire, par exemple dollars, euros, etc., etc. Je vous laisse répondre. Les codes à mettre dans le Menti pour ces questions, vous les voyez en haut de la page, c'est 18, 20, 35, 7. Il y a déjà une réponse. On attend un petit peu, comme ça on s'échauffe aussi sur Menti pour les questions suivantes d'aujourd'hui. Ça va aller beaucoup plus rapide. Pour le moment, les réponses sont plus tendant à dire qu'un bilan énergétique a des unités énergétiques, que ça a peut-être du sens parce que le nom même dit bilan énergétique, donc c'est vrai que la réponse unité énergétique, ça a peut-être plus de sens. Et en effet, c'est la réponse correcte. Je vous laisse encore un peu de temps pour répondre si vous voulez, mais c'est la réponse la juste. En effet, on veut, dans un bilan énergétique, pouvoir comparer tous les différentes sources d'énergie avec la même unité. Donc, on peut sommer par exemple le pétrole et le gaz parce qu'elles sont reportées dans la même unité d'énergie. Et on peut comparer qui c'est le plus grand ou qui c'est le plus petit par rapport à mon offre ou ma demande d'énergie, par exemple.
On va aller maintenant dans la deuxième question. Ça va apparaître tout de suite dans votre menti.com. Les codes, ça reste les mêmes. Donc, normalement, vous ne devez rien faire. La question va apparaître tout seul après que vous avez répondu à la première. Et ici, on vous demande qu'est-ce que c'est le pouvoir calorifique. On a trois possibilités de réponse. La première, c'est la quantité d'énergie contenue dans un combustible, par exemple 1 mégajoule par kilo. La deuxième, c'est la température de changement de phase d'un gaz, N température, en grade centigrade, par exemple, ou la valeur monétaire d'une calorie de combustible, par exemple. Il y a déjà 5 réponses, 6, et tout le monde a répondu la même question. Par contre, une personne encore a une opinion différente. On va bientôt voir la bonne réponse. Il y a des autres questions sur Menti plus tard dans la matinée, donc vous pouvez rester connecté. Et si besoin, il y aura un autre code qui va être fourni, mais des fois, ça c'est tout. Dans la présentation suivante, ce sera le même code à utiliser, donc rien à faire. On va 13 personnes ont déjà répondu, donc on peut peut-être donner la réponse. Oh, pardon. Là, je suis passé à la slide suivante par erreur. Mais en effet, la réponse, la juste, c'est où plus de personnes ont répondu. Le pouvoir calorifique, c'est la quantité d'énergie contenue dans un combustible. Par exemple, le mégajoule par kilo. Et c'est un indicateur très important parce que c'est notre facteur de conversion pour pouvoir convertir des statistiques énergétiques, par exemple, en masse en volume, en unité énergétique. Et notons, ça va être très utile pour pouvoir construire les bilans énergétiques. Dit ça, je laisse la parole à Julia, ma collègue experte en statistique, qui va continuer la présentation sur les introductions et les fondamentaux des statistiques. Merci beaucoup. Julia, s'il vous plaît, la parole est à toi. Merci beaucoup, Gianluca. Bienvenue à tous. Je suis très contente d'être là et de pouvoir continuer donc sur cette lancée sur les principes fondamentaux sur les statistiques énergétiques. On va parler de plusieurs choses en un temps plutôt rapide, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le chat, comme l'a dit Gianluca et Arnaud avant. Donc, on va commencer avec les principes fondamentaux sur les statistiques énergétiques. Ensuite, nous allons voir tout ce qui est relié à la collecte des données énergétiques au niveau national. Et finalement, nous allons faire une partie sur les principales procédures et méthodes de validation des données énergétiques, ce qui va permettre de vous montrer quelques exemples de ce qui peut être utilisé pour valider les données. Commençons donc par les fondamentaux pour qu'on parle tous la même langue quand on parle de statistiques énergétiques. Alors, commençons un peu en faisant un tour dans l'historique pour regarder d'où vient notre méthodologie. En effet, l'harmonisation des méthodologies a été nécessaire parce qu'on n'a pas pu prendre des décisions et des analyses si on n'a pas la capacité de comparer entre les pays, entre les régions, entre les produits, ce qu'il se passe. Donc, c'est quelque chose que les organisations internationales ont pris à cœur avec le département des statistiques de l'ONU. Et c'est ainsi qu'ont été créées, qu'ont été écrites les recommandations internationales pour les statistiques énergétiques. Sous la tutelle d'un comité international, Inter-Enerstat, qui a été organisé par l'Agence internationale de l'énergie avec toutes les organisations internationales que vous voyez sur la droite. Et ces recommandations permettent donc une comparaison entre les produits, les flux et les pays, car elles donnent des définitions claires et qui, si appliquées dans tous les pays et pour toutes les données, permettent vraiment une transparence des données et une belle comparabilité. Et c'est dans cet esprit-là qu'on va continuer la présentation. Donc, on va vraiment vous présenter la collection de données et ses implications sous les recommandations internationales pour les statistiques énergétiques. Regardons donc comment représenter un système énergétique
de la production jusqu'à la consommation finale. Tout d'abord, pour simplifier le tout, faisons la différence entre l'approvisionnement, le bloc de gauche, et la demande, le bloc de droite. Nous avons dans l'approvisionnement tout ce qui est la production, mais aussi les importations, les exportations, donc les échanges internationaux, et nous prenons en compte aussi les soutes maritimes et aériennes et les stocks. De l'autre côté, dans la demande, nous avons la consommation du secteur de l'énergie. Cela va être par exemple la consommation d'électricité d'une centrale de production d'électricité, pour son fonctionnement propre. Le secteur de la transformation que vous voyez en haut dans le bloc de demande en rouge, qui regroupe tous les processus où un produit énergétique est utilisé pour être transformé dans un autre produit énergétique. Par exemple, quand du pétrole est utilisé dans une raffinerie pour produire divers produits pétroliers. Et nous avons la consommation finale totale, subdivisée en différents secteurs, l'industrie, le transport, mais aussi le résidentiel, par exemple, et ensuite des sous-secteurs que nous allons voir plus en détail en amont. Entre les deux, nous avons ce que l'on appelle l'écart statistique. Je vais y revenir plus tard dans la présentation, mais sachez vraiment que ça mesure la différence s'il y a entre l'approvisionnement et la demande. Et à noter que l'écart statistique peut être positif ou négatif, il peut être ajouté ou subdivisé ou soustrait au flux de produits, et c'est pareil pour les stocks. Gianluca en a parlé un peu avant. Le pouvoir calorifique est ce qui va nous permettre d'aller de la collection de données qui est souvent dans des unités très diverses et souvent dans des unités physiques, donc par exemple des kilotonnes ou des mètres cubes, à l'unité énergie pour pouvoir ensuite créer notre bilan énergétique qui est donc en unité énergie. Le pouvoir calorifique désigne la chaleur obtenue à partir d'une unité de combustible lors de sa combustion. Il va nous permettre d'indiquer la qualité de ce combustible et il se situe dans une fourchette attendue qui dépend également de la qualité du produit. Et de région en région, nous pouvons avoir des différences. Il est donc bon d'avoir une idée de ce qui se passe dans le pays dans lequel on travaille. De plus, le pouvoir calorifique peut être représenté sous deux formes, le pouvoir calorifique supérieur et le pouvoir calorifique inférieur. La différence se situe dans la vapeur d'eau qui est produite quand un combustible est brûlé, mais dont l'énergie est rarement utilisée. Donc c'est une énergie qu'on va appeler non récupérable. Le PCS, donc le pouvoir calorifique supérieur, inclut cette énergie, pendant que le PCI, le pouvoir calorifique inférieur, inclut seulement la chaleur utile. Le PCI va donc toujours être plus petit que le PCS. Nous pouvons approximer la différence entre ces deux valeurs. Elle va dépendre du fuel que l'on utilise, du produit que l'on utilise. Pour le gaz, le PCI, c'est à peu près 90% du PCS. Pour le pétrole et le charbon, c'est plutôt 95%. Quand vous collectez des données dans un pays, vous allez souvent avoir la situation que vous avez différents produits dans différentes régions qui ont des pouvoirs calorifiques différents. Ici, l'exemple d'un pays qui produit 5 millions de mètres cubes de gaz naturel avec deux champs. Le champ A qui en produit 4, donc la majorité, avec un pouvoir calorifique supérieur de 41 270 kJ par mètre cube, et le champ B qui produit le million de mètres cubes restant avec 37 283 kJ par mètre cube. Cela doit être reflété dans le PCS moyen que l'on va calculer et que l'on va donc utiliser pour nos données nationales. Pour cela, on calcule une moyenne pondérée. La moyenne pondérée se calcule ici, dans l'exemple, en faisant donc le produit de la quantité et du PCS du champ A, l'ajoutant au produit du même pour le champ B, donc PCSB fois produit B, et en le divisant, en le pondérant donc sur la quantité totale, les 5 millions de mètres cubes. Cela nous donne un PCS total de 40 473 kJ par mètre cube, et l'on voit donc ici
qu'on a bien pris en compte le fait qu'il y avait plus de gaz venant d'un champ avec un PCS plus élevé, plutôt que le champ B, où nous avons donc un PCS de 37 283 kJ par mètre cube seulement. Je vous mets la formule générique plus bas, je crois que vous aurez un exercice aussi là-dessus, donc à retenir pour la suite, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de vous entraîner là-dessus. Maintenant que nous avons vu cet élément essentiel pour construire le bilan énergétique qui est le pouvoir calorifique, regardons ce que c'est vraiment le bilan énergétique et comment nous le représentons. Donc, comme nous l'avons dit, il va nous permettre de représenter tous les produits et tous les flux dans une même unité. Il va donc nous permettre d'avoir une comparabilité totale, de représenter le système énergétique dans son ensemble dans un tableau en 2D. Nous voyons ici que nous avons dans les colonnes les différents produits, avec à la fin une colonne totale qui va nous permettre d'avoir la vue d'ensemble. Et nous avons dans les lignes les flux, donc allant de production, ce que nous avons vu avant, l'approvisionnement, jusqu'à l'apport primaire en énergie, et la demande qui va être classée dans les différentes demandes, la consommation du secteur énergétique, la transformation et la consommation finale. Cela m'amène déjà à la deuxième partie. Donc, nous avons vu vraiment les bases qui nous permettent de partager le même vocabulaire. Maintenant, nous allons voir la collecte de données énergétiques au niveau national et quelques recommandations que nous pouvons vous apporter par rapport à celle-ci. D'abord, les principes fondamentaux. Un système de collection doit avoir un cadre légal. C'est très important pour permettre d'avoir une justification au travail des statisticiens. Il va falloir établir des arrangements institutionnels et des mécanismes de rapportage et de dissémination. Il faut savoir quel questionnaire utiliser, quel contact, dans quelle timeline, dans quelle planification, etc. Il va falloir préparer la dissémination. Il va falloir allouer des ressources propres pour la collecte, le traitement, la validation et la dissémination des données pour que chacun sache ce qu'il va faire dans ce processus. Et finalement, pour pouvoir s'adapter aux changements, il va falloir prévoir des révisions de la méthodologie et des processus là où c'est nécessaire. Tout cela a bien sûr un coût. Mais ne pas posséder les bonnes données peut mener à des coûts bien plus élevés. Il est donc très important de vérifier en amont quelles données sont nécessaires et donc de limiter la collecte strictement à ces besoins-là pour minimiser un peu les coûts. Et finalement, il faut être conscient qu'il y a des challenges dans la collecte de données. Ceux-ci peuvent venir d'une libéralisation du marché. C'est le cas dans beaucoup de pays, par exemple le marché électrique, avec le passage d'une compagnie nationale à une centaine de compagnies qui produisent de l'électricité. Il peut y avoir des flux et produits spécifiques qui sont plus compliqués à collecter, comme la biomasse traditionnelle. Il peut y avoir des problèmes de confidentialité, nous allons en reparler. Et bien sûr, le manque de ressources, le renouvellement rapide des équipes sont des choses à prendre en compte dans l'établissement d'un système de collection de données. Pour regarder tout cela, la première chose à faire, c'est vraiment de bien identifier la chaîne des données. Donc, nous allons de l'activité énergétique, par exemple, l'utilisation de gaz naturel dans une centrale d'électricité qui va donc produire de l'électricité qui ensuite peut être utilisée pour éclairer une maison. Donc, nous avons là différentes étapes, différentes mesures que nous allons devoir prendre pour savoir la quantité de gaz naturel utilisé dans la centrale, pour savoir la quantité d'électricité produite et finalement la quantité d'électricité utilisée dans le ménage. Donc tout ça, c'est l'activité énergétique. Nous allons collecter les données primaires. Cela va se faire par l'intermédiaire de sondages, de données administratives, de mesures directes, mais ça peut aussi venir d'estimations. Et une fois que ces données primaires sont collectées, elles vont souvent être collectées par des organisations internationales comme l'Agence internationale de l'énergie ou la FREC, Eurostat, OPEC, IRENA, etc. Ensuite, il y a la dissémination.
Les utilisateurs de données peuvent être les fonctionnaires, des ONG, des investisseurs, des journalistes. Il faut vraiment, quand on collecte des données, déjà penser à cette utilisation finale, car sinon, les données ne vont nous servir à rien si elles ne sont pas utilisées derrière. Pour tout cela, les deux institutions qui sont au cœur de la collecte de données vont être le ministère de l'Énergie et le Bureau des statistiques. Il va falloir une coopération entre les deux pour permettre l'échange de données qui peuvent être utiles à l'un ou à l'autre. Mais il est très important aussi de voir qu'autour de ces deux institutions, il y a tout un écosystème d'institutions qui peuvent être utiles dans la collecte de données énergétiques. Et donc, la coopération entre ces institutions est essentielle. Par exemple, le Bureau des douanes peut avoir des données sur les échanges internationaux que le ministère de l'Énergie et le Bureau des statistiques ne vont donc pas avoir besoin de collecter. L'Office des forêts, par exemple, peut aussi avoir des informations sur la biomasse. Les régulateurs de l'énergie sur la production d'électricité. Les transporteurs, les consommateurs. Donc, il faut vraiment regarder, définir cet écosystème et prendre en compte toute cette coopération possible et essayer de limiter la collecte directe à vraiment ce qui est nécessaire. Nous allons faire maintenant un troisième sondage. Donc, je vous donne rendez-vous sur menti.com. Je vais vous montrer ces slides-là. Hop. Voilà. Alors, je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont commencé à répondre. Si jamais vous n'avez plus le code, vous pouvez aller utiliser le lien www.menti.com avec le code 18 20 35 7. Donc, vous voyez ici, c'est une question ouverte. On vous demande avec quelles institutions vous travaillez sur les statistiques énergétiques au niveau national. Donc, je vois que beaucoup d'entre vous travaillent avec l'INSAE. Nous n'avons que 2 réponses jusqu'ici, donc j'attends encore un peu. Ah, voilà, nous en avons plus. Le Bureau des statistiques, les ministères de l'énergie. L'INSAE revient quand même en force. Allez, je vous laisse encore un peu de temps. Donc, c'est très intéressant de voir déjà que beaucoup d'entre vous travaillent avec diverses institutions au niveau national. Donc, la coopération est bien présente dans votre travail au quotidien. Les pétroliers, les gros consommateurs. Et je vous laisse encore un tout petit peu de temps. Hop, super, nous avons 12 personnes qui ont participé. Merci beaucoup. Donc, on voit bien qu'il y a bien un écosystème assez varié d'institutions avec lesquelles vous travaillez sur les statistiques énergétiques au niveau national et des institutions, mais aussi, comme nous le voyons, des industries, des commerciaux, etc. Donc, c'est bien important de prendre ça en compte et de ne pas travailler chacun dans son coin. Je vais revenir donc à mon PowerPoint. Et nous allons pouvoir continuer la présentation. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Nous allons maintenant regarder les principaux outils de la collecte de données. Tout d'abord, nous en avons parlé, les sources administratives à vérifier avant toute nouvelle collecte s'il n'y a pas dans une institution des données qui vont vous permettre d'éviter de collecter les données de nouveau. Par exemple,
Le ministère des Transports pourrait avoir des données sur les quantités de carburant vendus. Les douanes pourraient avoir des données sur les échanges internationaux. Ensuite, une autre source peut être le sondage, avec des échantillons représentatifs. Et là aussi, pensez à essayer de minimiser la création de nouveaux sondages en vous basant sur des sondages existants et en, par exemple, rajoutant juste une ou deux questions à ceux-ci. Ensuite, nous pouvons utiliser des compteurs et des mesures. C'est très coûteux, mais très efficace pour suivre des équipements spécifiques. Et finalement, nous avons la modélisation, l'estimation, dont vous avez des webinaires à la fin de la semaine, si j'ai bien compris, qui vont venir soit en complément des sondages, soit de manière distincte pour ajouter de l'information là où il n'y a pas de collecte. Une des choses que nous avons vues tout à l'heure en challenge majeur est la confidentialité. Parlons-en un petit peu. Pourquoi est-ce un problème ? C'est un problème car les données ne devraient pas être révélées à une partie tierce par erreur ou lors de la dissémination. Et il est vrai que les entreprises du secteur privé peuvent s'inquiéter que les données qu'elles partagent puissent révéler des informations stratégiques sur leur activité. Surtout si une seule entreprise gère, par exemple, toutes les mines de charbon du pays, car cela révélerait trop sur son activité et sa production. La confidentialité peut ainsi être une excuse pour ne pas partager les données. Mais il y a des solutions. Il est important d'assurer un dialogue régulier pour rassurer en fait les coopérateurs, les institutions. Et il peut y avoir différentes solutions, comme par exemple le fait de garder les données pour un usage interne seulement, ne publier que des données agrégées et donc préserver en quelque sorte la confidentialité des données désagrégées. Nous avons quelques exemples où à l'AIE, nous avons coopéré avec des pays pour essayer de trouver des solutions. Par exemple, une entreprise pétrolière tchèque qui a été rachetée par un groupe étranger clamait la confidentialité des données. Nous avons travaillé avec le gouvernement et nous sommes rendus compte que les données financières étaient les données confidentielles. Donc, en fait, nous avons séparé les données financières des données énergétiques, ce qui nous a permis d'accéder aux données énergétiques. Pareil, au Royaume-Uni, nous avions 3 terminaux LNG qui ne partageaient pas leurs données. En allant dans une collecte de données sur un délai plus long, nous avons pu enlever l'aspect critique qui était dans ce cas vraiment le timing de ces données. Et la collecte de données énergétiques peut aussi être justifiée par la loi si nécessaire. Cela peut amener un cadre et une autorité complémentaires. Revoyons donc les recommandations pour l'établissement d'un système d'information énergétique. Donc, il nous faut des fondations légales solides. Il faut que nous ayons en tant qu'institution l'autorité légale pour la collecte, que les statisticiens puissent être indépendants. Il va falloir établir un réseau des arrangements institutionnels. Nous l'avons vu tout à l'heure et comme nous l'avons vu dans le Menti, il semblerait que la plupart d'entre vous coopèrent déjà fortement avec d'autres institutions. Il va falloir construire une procédure formelle pour la confidentialité, pour protéger les données, mais aussi pour l'accès aux données. Il faut établir une stratégie de collecte des données. Nous allons en parler un peu plus en détail dans la prochaine slide. Et fournir des métadonnées à jour. Que sont les métadonnées? Ce sont les informations qui vont vous permettre d'expliquer les définitions, les méthodologies suivies dans vos données. Et en effet, sans métadonnées, les données énergétiques ne sont guère plus que des nombres. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas bâcler, l'utilisation, l'écriture de métadonnées et de les fournir avec votre dissémination de données. Et finalement, bien sûr, nous vous recommandons d'appliquer les recommandations et concepts internationaux qui vous permettent une meilleure comparabilité et transparence avec les différents acteurs. Regardons maintenant la stratégie de collecte des données un peu plus en détail. Tout d'abord, il va vous falloir identifier les besoins en données.
Cela peut être au niveau national, car il y a une politique nationale qui a besoin de tracer l'impact d'une politique, par exemple, mais aussi au niveau régional ou international, par exemple, avec les objectifs de développement durable sous la tutelle de l'ONU. Une fois les besoins identifiés, il va falloir vérifier quelles données sont déjà disponibles. Certaines données peuvent déjà être collectées par des acteurs publics, par des offices de statistiques, des ministères, mais aussi par des acteurs privés ou des agences internationales. Comparer ces deux listes-là va nous permettre d'identifier les données manquantes, donc les données qui sont nécessaires où il va falloir vraiment établir une stratégie de collecte. Pour cette stratégie de collecte, il est important de l'inclure dans la stratégie statistique nationale pour y allouer des ressources et pour mettre en place des procédures et pour la collection, mais aussi pour la vérification, pour faire des checks arithmétiques et pour la dissémination. Nous en avons parlé, sans dissémination, la collecte ne va vous servir à rien car personne ne va pouvoir utiliser ces données. Un petit manuel peut vous permettre d'avoir des informations plus détaillées sur les statistiques énergétiques et qui rassemble nos méthodologies de collecte de données. C'est le manuel sur les statistiques énergétiques. Vous pouvez le trouver sur le lien de l'Agence internationale de l'énergie. Il est disponible en 10 langues. J'espère qu'il pourra vous être utile. Nous avons de plus un manuel sur les indicateurs et la création de politiques. Et bien sûr, n'hésitez pas à consulter les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques des Nations Unies que vous pouvez trouver sur leur site. Cela m'amène à ma troisième partie, la partie où nous allons parler des principales procédures et méthodes de validation des données énergétiques. Pourquoi est-ce important ? C'est important parce que la qualité des données commence dès le stade de la collecte et commence par-delà par des nécessités de validation. Les données doivent être de bonne qualité. Cela veut dire qu'elles doivent être pertinentes, elles doivent répondre aux besoins des utilisateurs, elles doivent retranscrire la réalité donc de manière précise et de manière fiable. Quelque chose qui ne va pas nous montrer ce qui se passe vraiment actuellement dans le pays ne va pas nous permettre d'analyser la situation du système énergétique du pays. Elles doivent être actuelles et fournies ponctuellement. Donc là aussi, si j'ai besoin d'un certain set de données, de statistiques pour analyser une politique énergétique et que je pense qu'elle va arriver tous les mois et que tout d'un coup, ça n'arrive plus, ça arrive 6 mois plus tard, je ne vais pas pouvoir continuer mon analyse. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir une régularité dans la publication et de pouvoir prévenir les utilisateurs des dates attendues. Elles doivent être accessibles et claires. Donc, la présentation doit être claire, la diffusion doit être pratique et il doit y avoir des métadonnées qui fournissent des explications. Et finalement, les données doivent être cohérentes et comparables. Nous en avons parlé. Entre elles, il faut de la cohérence, mais aussi dans le temps et entre les régions et pays. Et là, nous vous prions de consulter les principes fondamentaux des statistiques officielles et les recommandations internationales pour les statistiques de l'énergie qui peuvent vous donner plus d'informations. Quelques liens que je ne vais pas énumérer, mais que vous pourriez vérifier une fois que vous avez les slides pour plus tard, qui vous permettent de donner des directives de qualité des données. Et maintenant, nous allons vraiment commencer dans le vif du sujet, la vérification des données. Parlons d'abord de cohérence interne. Il va falloir chercher dans votre set de données si une valeur est censée être la somme d'autres valeurs. Est-ce que c'est bien le cas? C'est la première vérification que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi vérifier si les variations de stock sont calculées correctement, si la base de données est complète. Vous êtes des experts de votre pays, donc vous allez savoir si, par exemple, le pays utilise du charbon pour produire du charbon de bois.
et tout d'un coup, vous ne le voyez pas dans votre set de données. Donc, ça veut dire que votre base de données n'est pas complète, qu'il vous manque quelque chose. Donc, ça, c'est des vérifications à faire en amont. Ensuite, il va falloir regarder si l'histoire racontée par les données est logique et sensée. Par exemple, est-ce que la baisse de l'utilisation d'un produit va de pair avec l'augmentation d'un autre produit? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez d'autres explications, comme l'amélioration en efficacité pour cette divergence dans les tendances? Ensuite, nous vous recommandons d'analyser vos processus de validation pour identifier les points de défaillance possibles et mettre en place des contrôles. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, si nous avons un processus A qui nécessite l'extraction des valeurs, le calcul des dotos, le reformatage des ensembles de données, il va être très facile ici, parce qu'il y a beaucoup de manipulations, de perdre un ou deux éléments de l'ensemble des données. Pour cela, nous vous recommandons de faire des contrôles et de comparer les totaux avant et après, juste pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur comme cela, d'éléments qui se sont perdus en route. Un autre élément très utile pour valider vos données est l'écart statistique. Nous en avons parlé un tout petit peu avant. L'écart statistique, c'est la différence entre l'offre et la demande. L'offre, c'est la quantité disponible pour le marché intérieur. La demande, c'est la quantité qui va être consommée dans ce marché. En théorie, nous pensons que lorsqu'un marché est en équilibre, l'offre va être égale à la demande. Cependant, en pratique, parce que la mesure de l'offre et de la demande n'est pas si facile et va souvent être faite avec des sources différentes, nous avons un écart statistique, donc une différence entre ces deux blocs. Cet écart statistique, quand il est très élevé, peut représenter un problème, surtout quand il représente plus de 5% de l'approvisionnement sur le marché. Mais nous disons qu'un écart de statistique de 0 peut aussi être suspect, car dans ce cas, il se peut que la série de données a juste été équilibrée de manière virtuelle, sans vérifier les données. Donc, de manière générale, si vous avez un problème d'écart statistique, donc surtout avec un écart statistique très élevé qui peut vous montrer qu'il y a donc des données qui manquent ou quelque chose qui a été mal calculé, il va falloir vérifier l'exhaustivité et le périmètre de couverture des données, examiner les définitions et les méthodes des sources de données. Peut-être que votre source de données pour l'approvisionnement n'utilise pas la même définition que celle pour la demande. Il va falloir vérifier les pouvoirs calorifiques et pour l'offre et pour la demande et vérifier si l'on tient bien compte des nouvelles tendances. Par exemple, si vous savez que dans votre pays, il y a de plus en plus de renouvelables, mais que c'est beaucoup d'électricité hors réseau, il se peut que cette utilisation-là, cette production-là n'a pas été mesurée et est donc manquante dans une des parties de votre bilan de données. Bilan énergétique, pardon. Un autre élément qui est très utile pour vérifier les données, c'est l'utilisation propre et les pertes. Regardons plus en détail l'étude de cas de l'électricité. Tout d'abord, l'utilisation propre. L'utilisation propre, c'est l'utilisation d'électricité par les centrales électriques, donc vraiment ce qui va permettre à la centrale de fonctionner. De manière générale, ce pourcentage-là, donc l'utilisation d'électricité propre divisé par la production totale, ne va pas varier beaucoup. On ne s'y attend pas. Et nous pensons que c'est aux alentours de 3%. Ça dépend un peu des pays et des technologies utilisées, mais il est vraiment important de vérifier qu'il n'y ait pas de grands pics, de grands changements, parce que cela serait quelque chose d'inexpliqué. Nous allons, si cela arrive, nous allons vouloir essayer de trouver une explication à ce phénomène. Nous le voyons d'ailleurs dans le graphe à droite, la plupart des séries sont assez stables et quand il y a une décroissance, c'est peut-être une amélioration des technologies. Ensuite, les pertes. Donc, les pertes d'électricité, on en parle
car elles sont dues au transport et la distribution. Là aussi, techniquement, on ne devrait pas atteindre des niveaux beaucoup plus grands que 10%. Et ici aussi, il est très important de noter que nous allons souvent avoir une variation très faible de ce taux-là sur les années. Sauf s'il y a des améliorations de réseau, car, par exemple, nous le voyons pour la série verte des pays non OCDE à droite, nous avions dans les années 2000 un taux de 17% de perte par rapport à la consommation et nous voyons vraiment une amélioration. Donc cela peut venir d'un réseau électrique dont l'état a été amélioré avec plus de maintenance ou peut-être de moins de vols parce qu'il y a des situations où ce taux-là peut aller jusqu'à 30% à cause de vols, de perte de ce qu'on appelle non technique du réseau. Un autre élément qui nous permet de vérifier les données est le pouvoir calorifique. Nous l'avons déjà beaucoup mentionné. C'est vraiment une donnée essentielle pour la construction d'un bilan énergétique et pour la conversion à partir ou vers d'unités d'énergie. Et en fait, cette valeur-là est clé dans une vérification, car pour chaque produit énergétique, il existe une fourchette attendue pour les pouvoirs calorifiques. Vous pouvez donc comparer les PCS et PCI aux valeurs par défaut, mais vous pouvez aussi comparer aux valeurs historiques, car comme nous l'avons vu plus tôt, il y a des différences notables entre les régions, surtout pour les charbons, qui peuvent être, comme le montre l'exemple, très différents entre l'Afrique du Sud et le Maroc. Vérifiez aussi si le PCS ou le PCI utilisé pour la demande est le même que celui utilisé pour l'approvisionnement. Si ce n'est pas le cas, cela peut amener à des écarts statistiques. Le taux de croissance est un élément qui nous permet aussi de valider les données et de vérifier les tendances dans nos séries de données. Il se calcule en prenant la valeur n, la valeur de l'année n, moins la valeur de l'année n-1, divisé par la valeur de l'année n-1. Donc, nous comparons la dernière période aux périodes précédentes. Ici aussi, souvent, une variation importante va devoir être justifiable et logique. Par exemple, s'il y a des facteurs socio-économiques qui vous permettent d'expliquer cette variation. Une chose à prendre en compte, c'est la saisonnalité des données. Par exemple, ici, dans le graphe, nous voyons la consommation totale finale du gaz naturel. Donc, nous avons toutes les séries de données de 2011 à 2017. Et donc, notre dernière série de données, 2017, a en août 2017 vraiment un pic qui ne correspond pas du tout à ce à quoi on pourrait s'attendre dans la courbe si on compare aux années précédentes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où nous, en tant que si on reçoit ces données-là et qu'on valide les données, on irait poser des questions à la personne qui nous aurait fourni ces données. Le taux de croissance est très pertinent pour la production et la consommation. Il l'est moins pour les stocks ou les échanges internationaux où il y a des variations naturelles très fortes et qui donc ne vont pas nous permettre d'utiliser cette validation. Parlons maintenant des ruptures dans les séries temporelles. Elles peuvent se produire, mais comme pour tout, nous allons vouloir les expliquer. Et nous allons vouloir éviter les ruptures inexpliquées ou les grands changements de tendance. Car nous voulons maintenir la cohérence dans les séries chronologiques. Et de manière générale, les flux vont souvent être généralement cohérents dans le temps. Donc, des augmentations ou des diminutions soudaines devraient vous alerter. Nous avons un exemple ici en bas à droite avec une raffinerie. Nous avons ici l'entrée de pétrole dans une raffinerie selon le temps. Et nous voyons donc que cette entrée de pétrole est toujours à peu près, elle est toujours en dessous de 140 barils par jour, toujours à peu près au même niveau. Il y a des variations, mais pas de très grandes variations. Les seules grandes variations que nous voyons sont marquées en rouge en avril 2005 et en décembre 2005.
Nous allons vouloir les expliquer. Avril 2005 est assez facilement explicable. Cela peut être un cas de maintenance de la raffinerie, par exemple. Cependant, la valeur beaucoup plus élevée, qui va à 180 barils par jour, est plus difficilement explicable car une raffinerie, normalement, ne peut pas traiter plus de pétrole que ce pour quoi elle a été calibrée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait montrer un problème dans les données. Peut-être qu'il y a un problème de conversion, peut-être un problème dans la périodicité, à vérifier. Ensuite, regardons si la série de données que vous avez est cohérente. Est-ce qu'elle évolue conformément aux tendances attendues? Par exemple, si vous savez qu'il y a eu un changement de politique, que par exemple le biodiesel va maintenant être utilisé de plus en plus car la politique a poussé pour, est-ce que vous le voyez dans votre série de données? Ensuite, regardez aussi chaque carburant. La demande et le stockage de gaz naturel sont par exemple liés aux conditions météorologiques. Nous avons vu tout à l'heure la courbe très distincte du gaz naturel qui est moins utilisé en été parce qu'il est souvent utilisé pour le chauffage en hiver. Pareil, la production d'hydroélectricité est affectée par les précipitations. Quand il pleut, il y a plus d'eau, donc il y a normalement plus de production d'hydroélectricité et un temps sec peut donc réduire cette production. L'installation de mini-réseaux peut entraîner une augmentation de la production, doit d'ailleurs entraîner une augmentation de la production d'électricité. Est-ce que vous le voyez dans vos données? Et les champs de pétrole et de gaz suivent des schémas d'entretien cycliques. Voyez-vous les maintenances dans vos données? Ici, un exemple où nous voyons bien la cohérence entre deux séries de données. L'accès à l'électricité, donc l'axe de droite en bleu, en Afrique subsaharienne augmente au cours des années et la production d'électricité en rouge sur l'axe de gauche augmente avec. Donc c'est bien cohérent. L'histoire que nous raconte cette série est bien cohérente. Ensuite, il est bon aussi de vérifier si des données similaires collectées par d'autres sources sont cohérentes avec celles que vous avez. Et finalement, vérifier les relations entre les variables. Par exemple, dans la transformation, si les entrées augmentent, nous nous attendons à ce que les sorties augmentent également. Si cela n'est pas le cas, ça peut venir d'une meilleure efficacité. Et c'est l'exemple que nous voyons ici à droite. Nous avons au début une efficacité de 30% et ensuite l'écart se creuse entre l'entrée et la sortie, donc l'entrée de gaz naturel en bleu et la sortie d'électricité en rouge. Et nous avons en effet pu vérifier que l'efficacité a augmenté. Faisons un deuxième sondage, parce que je sais que j'ai beaucoup parlé déjà. Donc, rendez-vous s'il vous plaît sur menti.com. Donc, pour ceux qui n'ont pas le code, c'est 18 20 35 7, www.menti.com. La question que nous voulons vous poser est: comment pouvez-vous vérifier les données d'intrants et de sortants d'une centrale thermique? Donc, vous avez 3 réponses possibles. La première, en analysant la tendance de production suivant la technologie et ou le combustible. La deuxième, en comparant le rapport sortant-intrant avec les efficacités attendues par type de centrale. Et la troisième, en comparant les niveaux de production avec ceux de pays similaires. Alors, je vous invite à répondre à la question. Alors, je vois qu'il y a des réponses, mais je ne les vois pas. Hop. Ah, voilà. Cela s'actualise. Nous avons déjà 5 réponses. Plus de monde pour la deuxième réponse. Donc, en comparant le rapport sortant-intrant avec les efficacités attendues, une personne penche pour la tendance de production suivant la technologie, une autre pour les niveaux de production, la comparaison entre les pays. Nous avons un peu une divergence ici,
mais quand même la grande majorité va sur la deuxième réponse. Je vous laisse encore un tout petit peu de temps avant de montrer la bonne réponse. Ok, alors, la bonne réponse était bien la deuxième réponse. Donc, la majorité d'entre vous a bien trouvé la bonne réponse. Nous allons, pour pouvoir vérifier les données d'intrant et de sortant, vraiment regarder la relation entre ces deux données. Je vais en parler plus en détail dans la présentation, où je vais retourner maintenant. Hop. Voilà. Alors, pourquoi cette relation entre l'entrée et la sortie peut-elle nous permettre de valider nos données? D'abord, faisons un petit aperçu sur ce que c'est que l'efficacité de la transformation. Comme nous l'avons dit, nous avons une entrée et une sortie pour chaque processus de transformation d'énergie. Il y a donc une relation entre ces entrées et sorties qui va dépendre de la technologie utilisée. Comme nous le savons, en fonction des technologies, quelles sont les valeurs un peu standards, nous allons pouvoir vérifier cette relation et assurer donc la cohérence de notre ensemble de données. L'efficacité est définie par la sortie totale d'énergie utile divisée par l'entrée totale d'énergie. Sur un exemple ici, sur une transformation de combustible en électricité, nous avons deux entrées de combustible A et B et une sortie d'électricité C. L'efficacité va être calculée en prenant C et en le divisant par A plus B. Attention tout de même, les entrées et sorties doivent être dans la même unité énergétique et sous la même forme. Donc soit net, soit brut. Nous privilégions net dans ce cas-là. Nous pouvons donc, une fois que nous avons calculé cette relation, vérifier cette efficacité par rapport aux plages attendues. La première vérification à faire est, est-ce que c'est bien en dessous de 100%? Si c'est au-dessus, c'est très invraisemblable. Vous auriez créé de l'énergie. Cela peut vraiment montrer une erreur dans les données. Ensuite, vérifier si les rendements sont dans une certaine fourchette selon le type d'installation et le combustible utilisé. Si vous connaissez un peu plus de détails sur les technologies utilisées, vous pouvez aussi vérifier les efficacités en fonction de l'état de la technologie. Une centrale qui date de 30 ans va être moins efficace que la même centrale construite actuellement. Et de manière générale, nous ne nous attendons pas à ce que les gains d'efficacité varient considérablement d'une année à l'autre. En effet, les mises à niveau technologiques nécessitent beaucoup de temps et de capitaux. C'est donc quelque chose de très graduel et progressif si cela arrive. Je vous mets ici le tableau des plages d'efficacité attendues. Attention cependant, c'est vraiment des plages très étendues qui sont vraiment très dépendantes du pays, du produit et de la technologie utilisée. Mais c'est vraiment pour vous donner une première indication. Nous le voyons comme exemple avec le charbon de bois, nous avons vraiment, en fonction des technologies, des taux d'efficacité qui peuvent varier grandement entre 10 et 55%, où 55% va être une utilisation, une production de charbon de bois plutôt industrialisée, alors que les 10% correspondent à quelque chose de plus traditionnel. Ensuite, une fois que vous avez plusieurs séries de données et que vous voulez les réconcilier, il va être important de regarder, d'avoir des idées de pourquoi ces données ne sont pas réconciliables. Une des choses que vous pouvez regarder, c'est la classification des produits. En effet, les marchandises peuvent être classées selon trois systèmes. Le système harmonisé, la classification internationale type des produits énergétiques et la classification centrale des produits. Les différences dans ces classifications peuvent entraîner des écarts dans les données. Parfois, un produit qui a des qualités similaires va être nommé différemment, que ce soit à terre ou en mer. Et les catégories ne correspondent pas toujours. Par exemple, dans le système harmonisé, le biodiesel peut inclure jusqu'à 70% de pétrole d'origine fossile.
Donc, ce sont des choses à prendre en compte quand vous utilisez des séries de données avec différentes classifications. De plus, il est bon de faire des vérifications parallèles. C'est particulièrement utile pour les ensembles de données avec une dimension bilatérale ou d'échange. Par exemple, nous le voyons ici à droite, l'échange d'électricité entre deux pays. Nous pouvons donc regarder les données qu'a collectées le pays A et les données qu'a collectées le pays B. Ici, nous voyons que pendant très longtemps, ces données ont été à peu près similaires. Nous avons un gros écart autour des années 2013 où vraiment ce que le pays A a rapporté est complètement différent de ce que le pays B a rapporté. Donc là, il est bon de travailler avec les pays partenaires pour enquêter et l'Agence internationale d'énergie peut vous aider à identifier les bons contacts. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour en parler. Des divergences peuvent aussi survenir s'il y a des méthodologies de rapportage des flux commerciaux différentes. Par exemple, si les flux physiques sont utilisés et d'autres les flux contractuels. Il peut aussi y avoir des différences dans le temps ou dans des définitions. Chaque pays peut avoir sa définition propre. Donc, vérifiez bien avec votre interlocuteur s'il utilise les mêmes définitions que vous. Pour cela, des métadonnées détaillées et transparentes sont essentielles. Elles vont vous permettre de vérifier ce que vous donne votre interlocuteur, mais aussi à votre partenaire de vérifier les définitions des vôtres. Ensuite, un autre check est la cohérence avec les données économiques. Vous pouvez des fois arriver à une situation comme si, en regardant l'approvisionnement total en énergie primaire à l'AIE, et vous voyez qu'il y a vraiment un creux dans l'approvisionnement, donc dans la TEP, dans les années 2008-2009. Si vous n'avez pas idée de ce qui a bien pu se passer, et comme c'est vraiment une région globale, vous pouvez aller voir le PIB, donc les données économiques. Et vous voyez donc qu'à la même période, nous avons le même genre de creux. Et cela indique donc qu'il y a une cohérence, une relation. En effet, à cette période-là, c'était la crise économique. Donc cela nous explique bien ce creux bien marqué dans les données. Les données mensuelles ou trimestrielles peuvent aussi vous permettre de vérifier la cohérence de vos données annuelles. Par exemple, vous pouvez essayer de sommer les données mensuelles et voir si c'est bien proche des données annuelles. Nous l'avons ici, par exemple, pour le LPG. Pendant 3 années, nous étions entre le mensuel et l'annuel plutôt très proches. Et en 2016, il y a un problème dans les données mensuelles. Il semblerait que quelque chose a manqué. Tout d'un coup, nous sommes beaucoup plus bas. Nous avons un écart beaucoup plus important entre l'annuel et le mensuel. À vérifier ici si c'est les données mensuelles qui manquent ou si l'annuel a peut-être une erreur aussi. Mais pensez bien au fait que les données mensuelles, souvent, vont avoir des différences de définition et de périmètre qui sont dues aux contraintes de temps, car le mensuel doit sortir plus rapidement que l'annuel. Et finalement, nous en avons parlé un peu au tout début, il va des fois falloir estimer les données manquantes. De manière générale, nous vous recommandons de privilégier que la majorité des données soient des données observées. Les estimations ne devraient être utilisées que pour des flux et produits qui représentent une faible proportion du système énergétique. Et nous allons aussi vous recommander d'utiliser l'estimation seulement pour une courte période pour attendre en fait la mise en place du système de collecte de données. Et bien sûr, indiquer cette estimation clairement pour que l'utilisateur sache que ce n'est pas une donnée observée, mais bien une donnée estimée. De manière générale, posez-vous les questions suivantes. Est-ce qu'un autre acteur collecte déjà ces données? Cela vous permettrait d'éviter de faire une estimation. Est-ce que le flux est important? S'il est plus ou moins important, vous allez pouvoir utiliser plus ou moins de ressources pour cette estimation.
Est-il corrélé avec un autre flux pour lequel il existe des données, peut-être qui peut être dérivé? Y a-t-il une tendance saisonnière ou historique qui peut être utilisée pour l'estimation? Et aussi, pourquoi cette période peut-elle être différente? Par exemple, est-ce qu'il a fait beaucoup plus froid ou beaucoup plus chaud cette année que l'année précédente? Et finalement, regardez les tendances du marché qui peuvent être utilisées comme indication pour une estimation. Je finis en vous faisant un peu un résumé de ce que l'on utilise, de ce que l'on fait à l'AIE. Donc, nous suivons aussi les étapes dont nous avons parlé. Nous recevons les données. Nous allons ensuite les traiter, vérifier les incohérences telles que les ruptures de stock, les valeurs négatives, les erreurs de somme, les erreurs entre les tables si nous avons des questionnaires. Nous allons ensuite, si nous trouvons des erreurs, déjà retourner vers notre fournisseur de données et lui poser des questions. Sinon, nous allons continuer et faire des vérifications de séries temporelles sur la cohérence, la vérification de l'équilibre, la saisonnalité, les pouvoirs calorifiques, les efficacités, tout ce que nous avons vu en fait antérieurement. Là aussi, si nous avons des questions, nous allons retourner vers notre fournisseur de données. Nous avons donc des itérations multiples avec nos fournisseurs de données pour essayer de mieux comprendre le système énergétique du pays sur lequel nous travaillons. Ensuite, nous allons faire de nouveaux contrôles et des vérifications par les pairs qui vont vérifier les valeurs un peu aberrantes, la saisonnalité, nous poser des questions pour vraiment vérifier ces données. Et finalement, nous allons geler notre base de données et les publier. Et voilà comment nous travaillons donc à l'Agence internationale de l'énergie. Cela finit ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Julia. Je propose qu'on passe à la solution de la première partie de l'exercice et après en séance de questions et réponses. On a déjà vu certaines questions dans la chat qu'on va répondre, bien sûr, tout à fait bientôt. Mais je commence alors à partager l'écran pour vous montrer l'exercice que vous avez reçu vendredi et on commence à voir comment est-ce qu'on va le résoudre. Comme ça va permettre aussi pour vous de poser des questions sur l'exercice même et de répondre à toutes les questions en même temps. Donc, l'exercice vous donne certaines statistiques sur les gaz naturels, comme on voit ici dans les tableaux en bleu. Il y avait de la production, l'exportation, l'importation, donc tout l'approvisionnement, mais aussi la consommation du gaz naturel dans les pays pour différentes années, de 2010 à 2019. Et avec ces données, on devait faire certaines analyses. On voit aussi, ici en vert, il avait fourni des données sur les pouvoirs calorifiques supérieurs, notamment pour la production et pour les importations. On voit bien sûr que c'est différent parce que c'est du gaz naturel qui vient de sources différentes. Donc, pour la production, c'est du gaz naturel produit au niveau national et les importations, c'est du gaz naturel qui vient des autres pays. Et ça peut être aussi un mélange de différentes importations par différents pays. Donc, le pouvoir calorifique est différent. La question numéro 1, vous demandez de calculer la moyenne pondérée pour la production et les importations du pouvoir calorifique supérieur pour le gaz naturel dans les pays Statisland. Donc, on a bien vu avec Julia la formule de calcul, ça se traite d'essayer de donner, comme vous voyez ici dans la formule, les poids à la production et les importations par rapport à leur quantité dans les bilans. Comme on voit ici, on multiplie simplement le pouvoir calorifique supérieur de la production par la quantité qu'on a en production, qui ici en 2013 c'est 9. On somme ça par les importations, le pouvoir calorifique des importations par la quantité d'importation. On divise ça par la totale d'importation et de production pour avoir notre moyenne pondérée. Pondérée, ça signifie, on répète, que prendre en compte le poids de chaque partie, en ce cas-là, le poids de la production et le poids des importations. Si après on rapporte la formule pour toutes les années, on voit que le pouvoir calorifique supérieur change. En effet, ça change soit parce que le pouvoir calorifique des importations varie dans le temps par rapport à différents mix d'importation de différents types de gaz naturels, de différentes sources, mais aussi parce que les poids, comme on voit bien, de la production de 2013 jusqu'à 2019 augmentent. En effet, en 2013, on a une très faible production par rapport à l'approvisionnement total, à la production, à l'importation, pardon.
en 2019, on a une production nationale qui est supérieure à les importations. Donc, le poids du type de gaz naturel dans les mix total du pays est plus élevé et donc le pouvoir calorifique supérieur pondéré va être plus proche du pouvoir calorifique supérieur de la production qu'il était avant en 2013, où le poids des importations était plus élevé. Après, la question numéro 2, demander d'utiliser le pouvoir calorifique supérieur pour constituer un petit bilan énergétique du gaz naturel, selon moi. Pour faire ça, il aurait fallu multiplier chaque quantité en unité physique, ici c'était 1 million de mètres cubiques, par notre pouvoir calorifique, que c'est un mégajoule ici, comme vous voyez les unités, par mètre cubique. Donc, une simple multiplication nous donnerait les valeurs en terajoules, parce qu'ici on a des millions, et ici on a des mégajoules. Donc, on va passer en terajoules directement, que c'est l'unité demandée. Donc, c'était une multiplication directe, sans besoin de reconvertir après. Pour faire ça, c'est très intéressant de voir que pour les productions, on peut utiliser directement le pouvoir calorifique fourni pour la production, aussi que pour les importations, on peut utiliser le pouvoir calorifique fourni par les importations. Et comme on a calculé notre moyen pondéré, et on sait que le gaz naturel consommé dans la demande et dans les autres parties d'utilisation dans les pays va être un mélange de la production et des importations, que notamment on ne va pas toujours savoir exactement la part qui vient de la production, la part qui vient des importations. Au niveau national, on peut utiliser ces moyens pondérés. Et donc, c'est ça qu'on a fait ici. Comme on voit, par exemple, pour les centrales électriques, on multiplie le total en physique, 1 million de mètres cubiques de gaz naturel en entrée dans les centrales électriques par la moyenne pondérée qu'on a calculée. Et ça va nous donner, en effet, un outil, la moyenne pondérée du pouvoir calorifique supérieur, pour avoir des quantités en unités énergétiques qui sont cohérentes avec les quantités en mètres cubiques et aussi en approvisionnement. Donc, la question numéro 3, après nous disait, vous avez calculé ce beau bilan d'offre et demande du gaz naturel et l'unité énergétique. Est-ce que vous pouvez déterminer un indicateur de vérification de l'écart statistique pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur entre l'offre et la demande? Avec Jules, on a vu bien qu'il y a une façon de calculer ça, et ça c'est, par exemple, en prenant l'écart statistique, que c'est la différence entre l'approvisionnement, l'offre et la demande totale, et en divisant ça par l'offre totale. Donc, on aura un indicateur de pourcentage qui nous donne le poids de cette différence par rapport à l'offre totale dans les pays. Si on calcule ça pour toutes les années, hop, après, ça vient à la question 4, on peut vérifier si on a des soucis dans les différentes années. Et on voit tout de suite qu'en 2015, on a un écart statistique de 55%. 55%, c'est très élevé. Ça signifie que l'écart statistique est plus grand que la moitié de l'approvisionnement total. Donc, il y aura un problème ou dans les flux d'offres d'approvisionnement ou dans les flux de demande. Donc, par exemple, il peut y avoir un problème dans les importations, que cette année, c'était plus faible. Ou, par exemple, il y a un problème dans les centrales électriques et les entrées sont meilleures de ça qu'il est reporté ici. Donc, je pense qu'on peut finir ça pour cette partie d'exercice. On va voir le reste de l'exercice après la présentation de Nicolas. Donc, on peut passer à les questions et demandes. Et si vous avez des questions aussi sur l'exercice, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Je pense qu'il y avait une question qu'Arnaud peut répondre sur les coûts d'emprunt au niveau national et en Afrique surtout, parce qu'on a un slide sur ça et Arnaud peut vous donner plus d'informations sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Oui, merci Gianluca. Merci Eric pour la question sur l'augmentation du coût du capital. Alors en effet, le coût moyen pondéré du capital, c'est un indicateur d'économie qui est agrégé, hein, qui prend en compte plusieurs éléments. Nous, dans notre analyse, ce qu'on a regardé plus spécifiquement pour l'Afrique, c'était ce qu'on peut appeler le risque pays, c'est-à-dire le risque perçu par les investisseurs pour effectuer un projet ou pour financer un projet dans un pays donné.
Et donc, ce qu'on a observé, c'est que sur le premier trimestre de l'année 2020, ce risque pays, quand on le pondère sur les pays africains, eh ben, il a augmenté d'un tiers, donc il a pris 2%, 2 points de pourcentage pour arriver au-dessus de 7% en moyenne. Et quand on compare à ce qui s'est passé dans les économies de l'Europe ou des États-Unis, ben, c'est la tendance inverse, puisque par exemple en Europe ou aux États-Unis, les bons du Trésor ont des taux d'intérêt qui ont diminué. Donc le message, c'est que dans cette crise, dans cette pandémie, dans la crise économique qui en résulte, eh bien, une des difficultés, c'est que accéder à de l'argent pour financer des projets de développement du secteur énergétique, pour financer l'accès à l'énergie, est en fait de plus en plus onéreux. Donc nous, l'AIE, dans nos messages par rapport aux décideurs internationaux, on a vraiment voulu attirer l'attention sur ce problème qui est que le coût du capital augmente en Afrique et que c'est un vrai problème. Voilà la réponse vraiment très rapidement sur ce point. Merci beaucoup, Arnaud. Je suis sûr que ça a donné beaucoup plus d'informations. Mais si vous avez des autres questions, n'hésitez pas. On peut aussi répondre par email ou par chat sur WhatsApp s'il y a des questions ultérieures que vous avez dans les jours à venir. Pour répondre à M. Chitou, il y a une question sur la question numéro 1 de l'exercice. En effet, je n'ai pas répondu dans la solution à la question ici que vous voyez, qui demande, pouvez-vous identifier quelque chose qui ne va pas avec les PCS de la production? Ça, en effet, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, parce qu'on n'est pas sûr. C'est juste qu'on voit bien que le pouvoir calorifique supérieur de la production est stable et ne change pas année par année. Donc, ça peut être correct dans les cas où il n'y a qu'un puits de production de gaz naturel dans les pays. Donc, c'est un pouvoir calorifique unique, un type de gaz naturel unique qui ne change pas dans les années. Mais en effet, ça peut générer des questions dans les cas où il y a différentes sources de gaz naturel nationales, où le gaz naturel a des propriétés physiques légèrement différentes et donc un mix de cela va changer année par année. Par exemple, la première zone de production, l'année suivante, elle va produire un peu plus que l'année d'avant, donc en changeant un petit peu la moyenne de production. C'était juste ça, notre petit point et la question qu'on avait mis au niveau de la question 1. Je profite aussi de sauter dans la conversation sur les différentes questions que nous avons reçues. Nous avions aussi une question qui avait demandé, une participante qui avait demandé une clarification sur la différence entre source compteur et mesure. Alors la différence, c'est un petit peu fine en fait entre ces deux méthodes. Un compteur, ça va être un élément type compteur électrique connecté ou qui va fournir des données dans le temps, des données régulières pour leur étude. Ça peut être sur la consommation d'un engin particulier, d'un appareil particulier, ou alors sur la production d'une usine, on aura un compteur qui va émettre en permanence la quantité de gaz sortant de l'usine ou la quantité d'électricité produite par la centrale, ce genre de choses. Tandis qu'une mesure, ce sera une mesure faite par un technicien ou ponctuellement sur un mécanisme. Par exemple, un technicien qui viendrait chaque semaine prendre un relevé de température ou un relevé de flux de gaz sur un pipeline. Ça peut être ce genre de distinction qu'on fait entre mesure et compteur. Un compteur est quelque chose d'automatisé en réalité. Voilà. Juste le temps de récolter quelques autres questions. Et nous avons une question de Moussa Dosso. Par quelle technologie peut-on avoir un rendement de transformation de bois de charbon de 55%? Julia, tu souhaitais répondre à cette question? Oui, merci beaucoup pour la question. C'est en effet une question qu'on nous pose souvent. C'est des rendements que l'on trouve dans des pays comme le Brésil ou l'Argentine qui ont des productions de charbon de bois industrielles, donc vraiment de grande échelle, où donc les productions peuvent arriver à des rendements de 55%. Mais c'est vraiment l'exception, on va dire, qui confirme la règle. Mais c'est possible. Monsieur Jules, il y a encore une autre question de M. Benifado. Il parle de la différence entre approvisionnement d'énergie et offre d'énergie.
c'est une question sur les cartes statistiques, j'imagine. Si vous pouvez peut-être donner plus d'informations sur la question, on peut la prendre juste après. Parce que là que je vois, c'est juste une définition, c'est la définition des cartes statistiques. Je pense que, en fait, c'est parce que dans nos slides, on utilise et le mot approvisionnement et le mot offre. En fait, on a l'offre et la demande, et l'approvisionnement et la demande, en fait, on les utilise de manière un peu interchangeable. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence. Exactement. Donc, s'il n'y a pas de questions pour moi, je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes.